Bienvenue. Alors, après plus de 20 ans dans l'univers des médias et de la communication, au sein de comités de direction, vous avez lancé il y a 2 ans seulement, je crois, AFL Diversity, avec pour mission d'accompagner les entreprises à devenir plus inclusives. Alors, c'est un mot qui a été prononcé de nombreuses fois ce matin, la RSE également, et on comprend à quel point, finalement, cette thématique, aujourd'hui, elle est extrêmement stratégique. Exactement, et c'est plutôt bon signe que la fonction commerciale et les dirigeants commerciaux s'emparent de ce sujet, puisqu'il est aujourd'hui au cœur de la stratégie des entreprises. Votre engagement personnel sur ces sujets, en fait, il est là depuis très longtemps. L'idée, évidemment, c'était de vous nourrir de votre expérience personnelle et de la partager au plus grand nombre dans le cadre de l'entreprise, en fait. Exactement, en fait, c'est mon engagement personnel qui, au moment où j'étais directeur commercial pendant plus de 15 ans, m'a permis de parler avec mes clients de ces sujets-là. Et c'est là que je me suis évidemment rendu compte de l'intérêt qu'ils avaient pour ces sujets-là et finalement aussi du décalage qui existait entre l'enjeu qui était positionné dans l'entreprise et les moyens qu'ils avaient derrière en termes simplement humains, de staffing, pour répondre à ces enjeux. Et donc je me suis dit nécessairement, il y a de la place pour accompagner ces entreprises, pour les aider à accélérer le temps effectivement qu'ils puissent recruter 2, 4, 5, 10 personnes en charge de ces sujets-là, parce que c'est ce qui arrivera dans les années qui viennent quand on sait que chez Amazon, aux US, il y a 150 salariés à temps plein qui sont dédiés au sujet de diversité et inclusion. D'accord, donc l'inclusion au cœur de l'entreprise, l'inclusion de façon plus générale, j'ai envie de dire, au cœur de la cité, d'un point de vue sociétal, on en parle tous ensemble. Et à la fin, si vous êtes d'accord, un petit jeu de questions-réponses avec les gens qui vont vous écouter, peut-être qu'ils auront des questions à vous poser. J'espère, avec plaisir. Bah, moi aussi, je l'espère. Est-ce que je peux avoir la petite Bien sûr. petit Pavlov? Faites comme chez vous. Merci beaucoup. Et si vous avez besoin, je reste à côté. Magnifique. Merci. Merci de m'accueillir. Donc la société qu'on a cofondée il y a 2 ans s'appelle AFL Diversity. Voilà les sujets dont on va parler pendant la demi-heure qu'on a à passer ensemble. Alors c'est très vaste. Déjà la RSE c'est très vaste. Et la diversité et l'inclusion, qui est le pilier social et sociétal de la RSE, est aussi très vaste. Moi, je suis passionné par ces sujets-là et je trouve qu'ils sont beaucoup plus faciles finalement. Je ne dis pas qu'ils sont moins importants ou plus importants, mais en tout cas, ils sont peut-être plus faciles pour agir en entreprise et avoir un impact. Changer un modèle économique, changer une chaîne industrielle pour avoir un impact sur son empreinte carbone, on le sait tous, c'est compliqué. Pouvoir faire évoluer les mentalités, briser les tabous, ouvrir des cercles de parole sur des choses dont on ne parlait pas auparavant, ça pour le coup c'est beaucoup plus simple et vous allez le voir, ça permet vraiment de transformer l'entreprise et si tant est que ça puisse suffire, le bien-être des collaborateurs, c'est pas que ça. On parle aussi aujourd'hui ensemble de performance économique parce que vous allez voir, le sujet de la diversité est très lié à l'enjeu de performance. Donc, on le disait à l'instant, je suis plutôt quelqu'un de très engagé et je crois beaucoup en ce triptyque entre entreprises, associations, pouvoirs publics. Les pouvoirs publics mettent en place des lois qui doivent être mises en place évidemment par les entreprises. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Certaines décident de payer des amendes. Vous savez qu'on est obligé d'avoir, quand on a plus de 20 salariés, 6% de travailleurs en situation de handicap. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui y sont à ces 6%, mais ça va de mieux en mieux. Et puis, il y a la loi Rexin, plus récente, sur les pourcentages de femmes dans les comités de direction. Alors, il y avait Zimmerman, il y a quelques années, qui avait mis les quotas de femmes dans les conseils de surveillance et conseils d'administration. Et on a vu qu'en fait, ça ne bougeait pas. Donc il fallait redescendre d'un cran et aller chercher justement et inciter les entreprises à pouvoir mettre des femmes au sein des comités de direction pour que là, ça puisse finalement descendre sur les équipes et avoir de l'impact. Et on voit que ça bouge. Ça bouge, l'index aussi égalité, qui oblige les entreprises de plus de 10 salariés de publier avant le 1er mars de chaque année l'écart salarial qui existe entre les hommes et les femmes, ça permet d'ouvrir les portes, les fenêtres et de voir les bons et les moins bons élèves. Nous, notre mission, c'est d'aider les entreprises à être plus inclusives. On considère que la diversité et l'inclusion, c'est un chemin. Et sur ce chemin, on est tous à des endroits différents en fonction déjà du sujet dont on parle, et puis de nos croyances, de nos convictions, parfois religieuses. Et donc, on touche des sujets, là, encore très différents du sujet environnemental et écologique où on est tous d'accord, on a une planète, on va dans le mur si on ne change pas, ça je pense qu'on a tous compris. Sur ces sujets-là, sociétaux,
on parle de sujets qui nous touchent personnellement dans nos convictions, dans notre éducation. Et donc, c'est pour ça aussi que ce sont des sujets qui sont parfois difficiles à aborder en entreprise. Donc, nous, on accompagne nos clients sur tous les piliers de la diversité, que ce soit l'égalité femmes-hommes, le handicap, l'inclusion des salariés LGBT, le multigénérationnel et le multiculturel, à travers des offres de conseils, de formation, et puis une communauté que nous animons avec le soutien du ministère de l'Égalité des chances, qui s'appelle le Grand Prix Diversité et Inclusion. Ces clients, ils nous font confiance depuis 2 ans, et comme vous le voyez, ce sont plutôt aujourd'hui des grandes entreprises. Non pas que ça ne m'intéresse pas d'avoir des entreprises, des PME, des ETI sur ces sujets-là, au contraire, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de l'impact. Et l'impact, je pense qu'on l'a évidemment au travers des actions qu'on va mener sur les territoires avec les clients qui sont implantés dans les régions et avec des tailles intermédiaires. Mais ce que nous montre finalement cette image avec toutes ces grandes marques nationales ou internationales, c'est déjà qu'elles ont souvent l'impulsion de ce qui se passe outre-Atlantique. Et donc, ce sont beaucoup des entreprises qui sont très présentes aux États-Unis, qui ont vécu le phénomène, par exemple, Black Lives Matter après George Floyd, et qui ont vécu ça comme un tsunami au niveau de l'entreprise. Nous, on l'a vraiment que très peu ressenti ici en Europe. Là-bas, ça a été un véritable marqueur et d'engagement. Donc, ma vision, en tout cas, c'est que les grandes entreprises tracent aujourd'hui ce chemin qui va être pris par toutes les autres entreprises, puisque demain, si tant est que vous n'avez pas encore identifié ce sujet diversité et inclusion comme un enjeu de développement de votre entreprise, ça le sera demain parce que ça va vous permettre de recruter les bons. Demain, les bons, et en particulier les jeunes, vous allez le voir, c'est très important pour eux. C'est même plus important que le salaire, l'engagement de votre société sur ces sujets-là. Et ça, c'est quand même nouveau. Et on a face à nous la première génération de candidats qui osent vous demander, droit dans les yeux, en entretien d'embauche, quel est votre pourcentage de femmes dans votre comité de direction, que vous avez combien de salariés en situation de handicap et qu'est-ce que vous faites pour que les personnes LGBT se sentent bien dans l'entreprise. Donc pour ça, pour accompagner justement nos clients, nous on travaille avec un écosystème et c'est notre modèle très ouvert où à la fois les associations, les institutions publiques et puis des partenaires vont nous aider justement à pouvoir répondre aux enjeux des entreprises à travers un accompagnement sur mesure. 93% des dirigeants d'entreprises estiment aujourd'hui que ces problématiques ont atteint ces dernières années une importance majeure. Et pourtant, elles sont seulement 61% à le mettre dans leur stratégie, sachant qu'on parle de 85% dans le monde. Donc oui, la France n'est pas en avance sur ces sujets-là, et pourtant, il y a une prise de conscience quand même très collective sur cet enjeu et sur l'importance d'avancer. 42% laissent les directions des ressources humaines se charger de ces sujets, alors que seulement 12% l'ont intégré dans les débats au sein des COMEX. Quand je dis on en parle partout, c'est pas du wokisme, c'est pas une lubie passagère, c'est une tendance de fond. Schneider Electric a été nommé il y a quelques jours à Davos comme Lighthouse, entreprise éclairante sur les sujets diversité et inclusion. On parle évidemment de la féminisation dans tous les métiers, et y compris dans des secteurs difficiles comme celui de la tech. La CCI d'Île-de-France disait la semaine dernière dans cet article que c'est évidemment un défi, mais c'est aussi une chance à saisir à la fois pour gagner en attractivité et en performance, mais aussi pour recruter les meilleurs, parce qu'on va le voir, demain, les meilleurs voudront aller dans des entreprises qui sont engagées sur ces sujets-là. Et puis ça, c'est les Échos qui avaient souligné il y a 3 mois l'initiative qu'on avait lancée à travers le Grand Prix Diversité et Inclusion, on en reparlera tout à l'heure, mais qui a pour mission de mettre en avant ce que font les entreprises partout en France, quel que soit leur secteur d'activité ou leur taille, pour pouvoir inspirer les autres. Parce que c'est ça qui est important, c'est de voir que ça bouge. Et que peut-être que quand on n'a pas encore pris le sujet, on puisse se dire « Ah mince, sur mon secteur d'activité, il y a mon concurrent qui avance sur ces sujets-là, il faut que je m'y mette parce que c'est un enjeu. » 74%, c'est le nombre de salariés en France qui ont déjà été témoins d'une discrimination sur le lieu du travail. Donc c'est énorme. Et une discrimination, c'est une discrimination au sens de la loi. Hein ? 43%,
Tiens, j'ai une question. Le lundi matin, quand vous arrivez à la machine à café, après avoir passé un bon week-end, de quoi vous parlez avec vos collègues? Vous parlez de quoi avec vos collègues? Pardon? Le film que vous avez vu à la télé, ok. Le dernier auditeur de TF1. C'est ça, il en reste quelques-uns. Vous parlez de quoi? Vous parlez de votre week-end, j'imagine? Ce que vous avez vécu dans le week-end, et vous dites assez librement, j'imagine, avec mon mari j'ai fait ça, avec ma femme j'ai fait ça, avec mes enfants j'ai fait ça, etc. En France, dans le monde, puisqu'on ne peut pas le mesurer en France, mais dans le monde, il y a environ entre 8 et 10% de la population qui est LGBT. LGBT, lesbienne, gay, bisexuel ou transgenre. C'est beaucoup, 10% de la population française. Sur ces 10% de la population française, seulement 43%, donc un peu plus de 4 sur 10, ont fait leur coming out en entreprise. C'est-à-dire qu'il y en a 6 qui ne le disent pas. Non pas qu'ils ne veulent pas, pour la plupart, le dire, c'est leur choix, hein, et encore une fois, l'entreprise n'est pas là pour obliger les collaboratrices ou collaborateurs à faire leur coming out. Par contre, l'entreprise, sa responsabilité, c'est de créer un cadre inclusif pour que chacune et chacun, quelle que soit son orientation sexuelle ou identité de genre, se sente en sécurité pour pouvoir partager elle aussi, comme vous le faites le lundi matin, son week-end avec sa conjointe, son petit ami ou sa petite amie. Ce n'est pas le cas pour 6 salariés sur 10. Donc je vous laisse imaginer, vous mettre à leur place, pendant juste quelques secondes, à ces 5% de la population active, l'énergie qui passe à cacher toute cette partie-là d'eux-mêmes. Toute cette énergie qu'ils ne mettent pas au service du business. Toute cette énergie qu'ils ne mettent pas au service de la mission pour laquelle ils sont payés. Et donc, ça passe par soit esquiver ces moments justement où on va parler de son week-end, soit rendre neutre ma moitié, et à travers des subterfuges comme ça, d'esquiver du coup tous ces moments qui font que finalement l'entreprise est un lieu où il fait bon vivre et où on échange, puisque certaines et certains pensent que le sujet justement de l'orientation sexuelle n'a pas sa place en entreprise. Mais on n'est pas en train de parler de sexe. On ne vous demande pas de dire avec madame ou monsieur quelle position vous avez utilisée samedi soir après le film de TF1, monsieur. Ce n'est pas le sujet. Ça, c'est votre vie privée. Par contre, ce que demande la personne, ces 5% de la population, là, c'est juste de pouvoir être eux-mêmes sur leur lieu de travail et d'être respectés pour ça. Pour 36% des Français, c'est un frein à l'évolution professionnelle que de faire son coming out en entreprise. 60%, ça c'est le pourcentage de chances supplémentaires d'accroître les résultats dans la durée et l'attractivité lorsqu'on est une entreprise qui recrute dans la diversité. C'est aujourd'hui prouvé. McKinsey, BCG, l'INSEE, l'IFOP le disent tous, avec des chiffres différents mais qui oscillent entre 10 et 60%. Les entreprises qui recrutent dans la diversité ont plus de chances d'engager leurs talents, ont plus de chances aussi de recruter les meilleurs et ont plus de chances de faire du business. Parce que pour vos clients, c'est un sujet aussi. Ce n'est pas que pour vous que ça doit être un sujet. Ça l'est pour vos clients. Donc si ça l'est pour vos clients, en vous intéressant à ce sujet-là, quel que soit votre secteur d'activité ou votre taille, vous allez en fait intéresser vos clients parce qu'eux aussi sont engagés dans cette voie. Et c'est un sujet pour vos salariés. 86% des actifs en France souhaitent que leur entreprise s'engage davantage dans la diversité et l'inclusion. Alors on parle de diversité, d'inclusion, j'utilise des mots qui sont peut-être parfois un peu obscurs pour certaines ou certains d'entre vous. Je vais essayer à travers un schéma assez simple de vous montrer. Donc vous imaginez l'entreprise, là c'est l'exclusion. Ça veut dire que les gens qui sont pareils sont au milieu et on exclut ceux qui sont différents, donc ils sont à l'extérieur. La séparation, ça veut dire on met ensemble ceux qui sont pareils et on met ensemble ceux qui sont différents. L'intégration, ça va de mieux en mieux. On va les intégrer dans le groupe, mais ils restent quand même à part. On les stigmatise. On les appelle par un nom différent. Évidemment, ce qu'on recherche, c'est l'inclusion. C'est le fait de pouvoir inclure tout le monde en fonction de ses singularités. Et c'est très important parce que ce sujet-là,
C'est un peu, vous vous souvenez de l'ancien monde où quand on avait fait HEC, il fallait recruter un HEC parce qu'il allait penser comme nous. Ça allait aller vite, on allait gagner du temps et on pensait qu'on allait être plus performant. Aujourd'hui, c'est prouvé que c'est l'inverse. Recruter des clones, ça ne fait que rabaisser la créativité, l'ouverture d'esprit, les différences de point de vue. Pourquoi on veut mettre des femmes dans les comités de direction ? Parce que ça permet d'être plus performant, parce que ça permet de sortir d'une vision monotone de 10 hommes blancs de plus de 50 ans, cisgenres, hétérosexuels, qui ne pensent qu'avec leurs lunettes à eux. Et donc évidemment, ça paraît être du bon sens quand on se dit ben, on va mettre des gens d'origine différente, on va mettre des gens qui ont fait des écoles différentes, on va mettre des femmes, on va mettre des personnes en situation de handicap. Et quand je dis en situation de handicap, je ne parle pas des 5% qui sont en fauteuil roulant, je parle des 80% de handicap invisibles, de ceux qui ont un problème d'audition, de ceux qui ont un problème de vue, de ceux qui ont eu un cancer, de ceux qui ont du diabète, de ceux qui ont une maladie de Crohn, des choses qui sont invisibles en entreprise et que si on n'en parle pas, on ne peut pas avancer. Et c'est ça en fait qu'on dit, c'est qu'il faut parler de ce sujet dans l'entreprise. J'aime bien cette notion-là d'égalité. Donc égalité, hein, on met le même à tout le monde. C'est vrai qu'on est égaux là. On a mis les trois blocs à tout le monde. L'équité, c'est évidemment de prendre compte des différences de chacun et des besoins de chacun. Donc le plus petit, il a évidemment plus de blocs pour pouvoir voir le match. Évidemment, l'inclusion, c'est quand on enlève la barrière et qu'on permet à chacun de participer. J'aime beaucoup aussi ce que dit cette femme. La diversité, c'est inviter une personne à une fête. L'inclusion, c'est l'inviter à danser. C'est pas le tout de se dire, oui, mais c'est bon, nous, on a des personnes en situation de handicap, on a des LGBT, mais on n'en parle pas. Ben non, parce qu'ils ne vont pas se sentir à l'aise. Donc, pour justement les inviter à danser, ben, il faut en parler. Moi, j'ai des clients qui me disent « Ah non, mais nous, on n'a pas besoin de… Nous, on est une entreprise très diverse. On a 80 nationalités dans notre groupe. On est présent dans le monde entier, on a 80 nationalités. » Oui, mais ça, c'est la fausse diversité. Ce n'est pas ça, la diversité. La diversité, c'est des gens d'origine sociale et culturelle différentes. Bien sûr qu'on arrive à faire travailler quelqu'un qui vient de Singapour avec un Chinois, avec un Asiatique, avec un Américain, vous voyez. Mais c'est pas ça la vraie diversité. La vraie diversité, c'est la richesse justement de gens qui vivent ensemble, mais qui sont différents. Ça, c'est la vice-présidente stratégie et inclusion de Netflix. Toutes les entreprises se sont engagées sur ce sujet et vous en avez entendu parler beaucoup ces 2-3 dernières années. Vous allez en entendre encore beaucoup parler, je pense. Ce qu'il faut, j'aime bien quand je reprends rappelez-vous, ce chemin de l'inclusion et de la diversité, se dire qu'on est tous à des endroits différents sur ce chemin et c'est OK. We don't know what we don't know. On ne peut pas connaître quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc, si on ne s'y intéresse pas, si on ne part pas du principe qu'on a tous nos biais qui nous permettent de voir le monde avec une paire de lunettes, si on ne décide pas à un moment de mettre des verres correcteurs pour justement faire attention à nos biais qui emmènent des préjugés, des stéréotypes d'abord, puis des préjugés et enfin des discriminations, on ne peut pas avancer. Et en fait, nos biais, ils nous rendent service dans 99% des cas. Ça veut dire, dans votre vie quotidienne, vous êtes en train de marcher dans la rue, vous avez quelqu'un qui klaxonne, vous ne vous posez même pas la question, vous ne vous retournez même pas, vous vous arrêtez, c'est la première chose que vous faites. Ça, c'est vos biais qui vous ont automatiquement dit « Attention, il y a un klaxon, il y a un danger, je m'arrête ». Donc encore une fois, dans 99% des cas, ça nous permet de prendre des décisions rapides, ça permet à notre cerveau d'aller vite et de catégoriser. C'est le premier biais, c'est le biais de catégorisation. Et donc de dire, on voit un jeune noir avec un bonnet et un sweat à capuche, ce jeune est un casseur. Cette femme est bonne. Cet homme qui a plus de 55 ans n'a pas d'avenir. Donc là, sur cette campagne, on voit évidemment qu'il ne faut pas se fier aux apparences, mais aux compétences. Et c'est très important parce que certains vont dire, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les hommes, on n'a plus d'avenir, on ne peut plus évoluer. Maintenant, c'est les femmes qui… Le sujet n'est pas celui-là. Le sujet est de dire on remet les compétences au cœur du recrutement, du système d'évolution, du système de primes. Et c'est les compétences qui priment. Ça fait juste des centaines d'années que ce n'est pas les compétences qui priment. Que quand vous avez un CV d'un homme et d'une femme qui a 30 ans et qui n'a pas d'enfant, pour la plupart, vous prenez l'homme parce que vous dites la femme, elle va certainement être enceinte dans les 3 prochaines années, je vais être emmerdé, ça va mettre le beans dans mon équipe. Je ne dis pas que c'est une généralité, mais c'est ce qui se passe dans les chiffres. Aujourd'hui, c'est l'INSEE qui a sorti ce chiffre.
Quand une femme part en congé maternité et qu'elle revient, en moyenne, elle a perdu 3% de salaire. Quand un homme devient père, il gagne 3% de salaire. La femme, oui, maintenant elle a la charge mentale, maintenant elle va devoir partir plus tôt, elle va devoir s'occuper de son enfant. L'homme, il devient rassurant, ça devient un bonhomme. Il est père de famille, il est en charge d'une famille. Pareil, la femme qui part à 17h pour aller chercher ses enfants à l'école. Ah oui, tu vois, 17h, oui, elle a des enfants, oui, il faut qu'elle s'en occupe, oui. L'homme qui part à 17h pour aller chercher ses enfants, cet homme est un héros. Il arrive à gérer sa vie personnelle et professionnelle d'une manière extraordinaire. Et tout ça, en fait, c'est nos biais. Et donc, c'est se dire qu'on est comme ça, en fait, on les a, ces biais. Donc, il faut juste les conscientiser et travailler dessus. Là, vous n'avez peut-être pas l'impression, ça vous est peut-être arrivé, moi, peut-être ça m'est arrivé aussi, dire à quelqu'un, tiens, t'es d'où? Parce que je veux m'intéresser à elle. Elle est noire. Je lui dis, mais t'es d'où? Elle me dit, je suis de Saint-Denis. Oui, mais non, mais t'as compris, t'es d'où? Je suis né, en fait, en région parisienne. Non, mais tu m'as compris, tu viens d'où? Ça, c'est une forme de discrimination. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que cette personne-là, elle n'a peut-être pas envie, ou alors si vous lui dites, je suis de... Ça, c'est souvent un exemple aussi. C'est, moi, je viens de Côte d'Ivoire. Enfin, mes origines sont de la Côte d'Ivoire. Mes arrière-grands-parents habitaient en Côte d'Ivoire. Ah, mais moi, j'étais allé au Burkina Faso avec mes parents quand j'avais 8 ans. C'était génial. Et ça, on le fait. Honnêtement, on peut le faire tous. Et donc, si on est vigilant et attentif à ça, on va le faire moins. Les stéréotypes, c'est les filles sont douces et gentilles. C'est un stéréotype, mais ce n'est pas forcément négatif de prime abord. Oui, les filles sont douces et gentilles. Mais du coup, ça emmène un préjugé. Vu qu'elles sont douces et gentilles, elles ne peuvent pas faire de bonnes directrices. Et on discrimine. Je ne vais pas engager cette femme comme directrice puisqu'elle n'est pas assez ferme. À votre avis, combien existe-t-il de critères de discrimination selon la loi? Est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-uns? Le sexe, l'âge, l'origine ethnique, la religion évidemment, la couleur de la veste, pas encore, mais vu la tienne, c'est possible qu'au prochain gouvernement, ça passe en... Il y en a 25. Il y a 25 critères de discrimination interdits par la loi. C'est pas juste on n'a plus le droit de rigoler et on ne peut plus rien dire. C'est interdit par la loi. On n'a pas le droit de discriminer quelqu'un par rapport à, effectivement, son orientation sexuelle, sa capacité à s'exprimer dans une autre langue que le français. C'est reconnu par la loi comme un critère de discrimination. On parle aussi de plus en plus d'intersectionnalité. C'est difficile d'être une femme noire aujourd'hui dans un comité de direction rempli d'hommes blancs. C'est encore plus difficile d'être une femme noire lesbienne dans un comité de direction entouré d'hommes blancs. Je sais, si quelqu'un peut lever la main, me citer, s'il connaît une femme noire lesbienne qui dit officiellement, qui l'assume, moi j'en connais pas. Parce que c'est compliqué. Parce que c'est déjà compliqué d'être une femme noire, c'est encore plus compliqué d'être une femme noire lesbienne, c'est encore plus compliqué d'être une femme noire lesbienne avec porteuse d'un handicap. Et en fait, c'est que 1 + 1 n'est pas égal à 2. Et c'est en ça qu'on parle de cette notion d'intersectionnalité, c'est-à-dire que ça se multiplie au moment où on additionne en fait ces diversités. Alors, j'avance. Pourquoi est-ce que c'est un sujet pour l'entreprise? Parce que ça peut faire des très gros dégâts si vous ne vous occupez pas de ce sujet-là. Ça, c'est l'équipe du slip français qui, très fièrement, en 2019, arborait cette photo sur Twitter pour dire on est une équipe géniale, on est une start-up, c'est génial. Et moi, je vous le dis, je portais beaucoup d'espoir en fait sur les start-up en me disant ça va être beaucoup plus simple parce que c'est plus jeune, ils ont ça en natif en eux, l'inclusion et la diversité, c'est dans leur gène. Et en fait, ils reproduisent, mais alors, x10, les erreurs qui ont été faites par leurs pairs grandes entreprises. Parce qu'on veut aller trop vite, parce que, encore une fois, ces mêmes réflexes dont on parlait tout à l'heure, et ces biais, ils reproduisent la même chose. Ils ont tous fait la même école de commerce, là. Ils ont tous le même âge. Il n'y en a pas un de gros, il n'y en a pas un de noir, il n'y en a même pas un issu d'une diversité quelconque visible. Comment? Il y a de la parité homme-femme, ouais. Et encore, exactement.
Et les femmes ne sont pas attentionnées, merci. Donc c'est une inégalité. Ça a fait un tollé sur les réseaux sociaux. Ça a été le premier, d'ailleurs, la première affaire où une marque s'est fait épingler pour ça. Et ils n'ont pas eu de chance parce qu'ils ont leur directrice, je crois, administrative et financière qui, un an après, faisait une soirée où elle se grimait le visage. Et donc, évidemment, il a repris un coup sur la tête, Guillaume Gibault. Alors aujourd'hui, il a réussi à transformer sa société et il s'est occupé du sujet. Mais c'est le premier à dire qu'effectivement, il ne se rendait pas compte du mal qu'il faisait. C'est un sujet de performance économique, on le disait. Et si c'est la manière dont vous allez sur le sujet, c'est OK aussi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont pour ça, en disant bah, sinon on ne va pas réussir à recruter, sinon on ne va pas réussir à avoir des clients. Moi j'ai un labo pharmaceutique que j'accompagne, ils me disent, enfin c'est un fabricant de matériel médical, son premier client c'est Sanofi. Sanofi est très engagé sur les sujets diversité et inclusion, très engagé sur l'inclusion LGBT. Ils ont un ERG, donc un Employee Resource Group, avec ils sont des centaines de salariés engagés, pour la plupart alliés, hein, parce que le but c'est pas de créer des communautés au sein de l'entreprise avec que des LGBT. Il y a peut-être 20% de personnes LGBT, mais 80% d'alliés. Alliés, c'est ceux qui aident justement cette diversité à se sentir bien en entreprise. Donc c'est un enjeu business aussi, et si c'est une façon d'y aller, c'est par exemple ce qu'a vécu cette entreprise. En créant un environnement plus inclusif, on a plus d'ouverture, moins de discrimination, donc on a une meilleure santé au travail, on améliore la satisfaction des salariés, on a des meilleures relations humaines, un engagement plus fort. Ça permet d'augmenter les bénéfices, de diminuer les contentieux, de diminuer l'attrition, l'attractivité plus forte, l'augmentation du nombre de clients, l'augmentation de la créativité et l'attractivité sur les marchés boursiers. Aujourd'hui, sur les marchés publics, vous avez de plus en plus de critères de notation sur la diversité et l'inclusion. Comme vous avez vu apparaître il y a 15 ans des critères de notation sur le développement durable, sur votre empreinte carbone, il y a de plus en plus de marchés publics qui mettent ce critère en notation. Comment passer à l'action? Pour terminer, il faut engager le top management. Si vous-même, en tant que dirigeant d'entreprise ou dirigeant d'équipe, vous n'êtes pas convaincu par le sujet, ça ne bougera pas. Vous ne pouvez pas dire c'est un sujet des RH ou c'est un sujet des salariés et ils vont faire un réseau et ils vont avancer entre eux. Il faut l'engagement du plus haut niveau de l'entreprise. C'est évidemment un sujet RH, parce que ça touche au recrutement, ça touche à l'engagement des collaborateurs. J'étais hier avec l'ancienne ministre Elisabeth Moreno et elle nous racontait une anecdote en nous disant qu'elle était avant présidente d'HP, Afrique du Sud, et présidente de Lenovo France. Et quand elle était présidente de Lenovo France, elle avait dans son COMEX, à un moment où, comme dans n'importe quel COMEX, on parle des rémunérations et de la distribution des stocks. Et en fait, elle avait, dans les demandes de stock, d'attribution des stocks, 90% des demandes de stock, c'était attribué à des hommes. Et donc, elle pose la question, elle dit, mais pourquoi est-ce que, alors qu'on a une parité dans l'entreprise, pourquoi est-ce que les stocks sont attribués 9 sur 10 à des hommes? Et là, les managers, membres quand même du COMEX, répondent, parce que c'est les hommes qui ont demandé. Les femmes n'ont pas demandé. Et c'est un fait. C'est-à-dire la femme, elle va moins oser demander une augmentation qu'un homme. Est-ce que c'est pour ça qu'elle mérite moins l'augmentation que l'homme? Je ne pense pas. La femme, elle va moins demander, effectivement, les stocks ou l'évolution professionnelle qu'un homme. Et comme elle a très bien répondu, c'est le boulot du manager d'identifier ça. Je pense que le manager est autre chose qu'un passe-plat à prendre les demandes des augmentations et à les fournir à son N+1. Il doit évidemment lui-même, en toute clarté, pouvoir évaluer qui est digne d'avoir une augmentation ou pas. Et ça, c'est comme pour une femme, quand son dossier est à 70%, elle ne va pas le pitcher. Un homme à 70%, son projet, il va le pitcher comme s'il était à 120%. Une femme, elle a besoin que son projet il soit ficelé à 120% pour aller le pitcher tout juste comme s'il était bon à 100%, et encore, elle va s'excuser la plupart du temps. Ce n'est pas pour dénigrer la femme par rapport à l'homme, c'est juste un fait. Donc il faut que nous, on contrebalance ça et on mette des actions correctives en place pour justement aider les femmes à évoluer au même titre que les hommes. Évidemment, les managers et tous les collaborateurs, à travers une ambition qui est écrite, un plan d'action qui est partagé avec toute l'entreprise, évidemment de la formation, de la revue de ses process et des politiques RH, mais aussi un recrutement plus inclusif en faisant attention à
ne serait-ce la manière dont vous rédigez votre offre d'emploi. Combien j'entends de managers me dire « mais j'essaie de recruter des femmes, mais j'ai pas de femmes. J'aimerais bien recruter dans la diversité, mais j'ai que des personnes qui ont fait HEC qui me répondent. Ben oui, mais regarde le cabinet par lequel tu passes et la manière dont tu l'as briefé. Tu lui as dit « moi, je veux quelqu'un qui ait fait le top 3 des écoles de commerce, qui me ressemble parce que du coup, on va bien s'entendre, puis qu'il soit plutôt un homme parce qu'on a déjà des femmes dans l'équipe. » Ah oui, tu m'étonnes que tu n'as pas de CV de femme. Qui que ce soit ne peut pas répondre à une annonce, une offre d'emploi, s'il ne se retrouve pas, s'il ne sent pas que cette offre d'emploi lui est adressée. On l'a dit, un enjeu business pour les clients, il faut aussi assumer ça auprès des clients. C'est un moyen d'engager les collaborateurs. Je vous invite aussi à passer des partenariats vraiment avec les associations. C'est le moyen d'avancer le plus concrètement possible. Des associations, il y en a sur toutes les thématiques de la diversité et ça permet vraiment, et localement et au niveau national, d'avancer. Ce qui ne se mesure pas n'évolue pas. C'est important de mesurer, de mettre en place des indicateurs de mesure de la performance sur ces sujets-là. Et il y a plein de solutions qui existent pour ça. Et on peut également faire du mécénat. C'est aussi une manière de passer à l'action. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas trop débordé. Non. Bon.